Salut, c'est Martouf. Alors, aujourd'hui, on va étudier un truc super impressionnant. Ça s'appelle... Ah! Je vais avoir un appel. Oui? Allô? Ah! Eh ben... Ah bah ça fait plaisir. Mais là, je suis en train de faire une vidéo. Oui, je voulais raconter un peu l'histoire de la téléphonie. Ouais, parce que là, j'ai sorti mon Natel C. Ça, c'est en Suisse, hein, les Natel. National Telephone. Oui, alors ça, c'est la version analogique du téléphone, sortie en 1987. C'était le top du top à l'époque. Hop, ouf, ouais, c'est un téléphone mobile, oui, ça se voit. On peut le mettre dans la poche. Avec sa super antenne, c'est analogique même. Oh là là. Ben ça, c'est juste les accus, hein. Batterie vide, ouh là là. Et puis là, on peut en faire des trucs avec plus, moins. Oui, allô? Non, mais c'était génial, hein. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, une fois, on est parti en vacances. Et mon oncle, il en avait un comme ça. On était à la montagne et on avait le téléphone. Ouais, juste en vacances à la montagne. On n'avait jamais le téléphone, hein. Faut te souvenir, hein. Ça, c'est vraiment le truc pour les plus jeunes. Je me souviens pas quand il y a des périodes où on n'avait pas le téléphone avec nous. Puis après, bah, il y en a eu plein d'autres. Hein, celui-là, là. On appelait ça le téléphone du peuple. Tout le monde en avait. Des petits comme ça, là. Ça, c'est un petit peu miniaturisé, hein, quand on voit la taille de ces trucs. Puis encore, j'ai pas la version valise. Le Natel A, celui de 1978. Non, là, on a attendu seulement 1995. C'est la première fois que j'ai vu une petite bête de ce style, là, comme ça. C'est même plus récent. Un truc dans le genre. On était parti au milieu de la forêt et on avait un téléphone à la montagne, toujours. Petit machin. Ça, c'est la version numérique. Et ouais. Et toi, du coup, tu sais qui a inventé le téléphone? Allez, je te laisse sur ChatGPT. T'as 15 secondes. Et ouais, bah ChatGPT, il se plante. Donc, moi, j'ai testé, il n'avait pas la bonne version. Eh ouais. Faut se méfier de ces IA, hein. Donc, j'ai testé sur Perplexity. Il avait une meilleure version, mais il n'avait pas encore tout. Mais il m'a aussi fait découvrir des trucs. C'est rigolo. Donc, qui a inventé le téléphone? Eh ben, pendant 100 ans, on avait la même version. C'est Alexander Graham Bell. Ouais, Bell, comme les téléphones Bell. Ben, pendant 100 ans, on a dit que c'était lui. Et puis, en fait, en creusant un petit peu plus maintenant, on découvre que c'était pas forcément lui totalement. Que les premières expériences d'un appareil qui permet de transmettre le son, c'est le téléphone d'un Allemand qui s'appelle Johann Philipp Reis, que ChatGPT ne connaissait pas, il l'a pas dit. Avant qu'on lui demande, puis qu'il dise « je ne connais pas hein », puis qu'on lui redemande avec Johann devant, il dit « oui, je connais ». Donc Philipp Reis, il a présenté son prototype de téléphone à une société de physique de Francfort en 1861. Alors il l'a juste présenté, il a fait un appareil pour transmettre du son. Voilà. Bon, là, je pars dans un appareil qui transmet du son. Et après, c'était fini. Voilà, il n'a plus parlé. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Puis ensuite, 10 ans plus tard, en 1871, il y a un Italo-américain qui s'appelait Antonio Meucci. Alors lui, tout d'un coup, il a déposé un avertissement de brevet pour un appareil qu'il a appelé le Teletrofono. Le Teletrofono. Puis il a dit que ça fait déjà longtemps qu'il bossait depuis dessus, probablement en 1849. Oh, alors il est bien avant les autres. Meucci, alors il avait des prototypes, puis lui il voulait déposer un avertissement de brevet, parce qu'il n'avait peut-être pas les moyens de faire le brevet, mais il voulait juste mettre une petite marque pour dire « je prépare un truc ». Mais finalement l'histoire en a décidé autrement, à la Saint-Valentin. Oui, parce que c'est peut-être là que tu appelles ton amoureux, ton amoureuse. La Saint-Valentin, c'est ça qui a tout changé. Eh ben le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 1876, eh ben il y a un type qui s'appelait Alexander Graham Bell, qui voulait inventer le téléphone, le faire breveter. Et le même jour, il y avait aussi Elisha Gray, qui voulait aussi faire breveter le téléphone. Alors, c'est un Américain qui s'appelle Elisha Gray, qui va faire une demande de brevet concernant la transmission et la réception électrique de la voix humaine. Ok. Le même jour,
il y a un Écossais canadien, Alexander Graham Bell, qui fait la même demande pour aussi un brevet qui concerne un peu la même chose. Il va au bureau américain, mais lui, il le fait via son avocat. Peut-être que c'est ça le truc, on verra. Lui, il avait inventé le télégraphe harmonique comprenant la transmission de sons vocaux. Oui, parce qu'il y avait les questions du télégraphe juste avant. Alors, les deux, ils déposent leur demande à 2 heures d'intervalle. Graham, il dépose 2 heures après Elisha Gray. Mais finalement, c'est celle du dessus qui est traitée, ou celle déposée par un avocat, je ne sais pas, qui dépose, et c'est Graham Bell qui du coup est dessus la pile, et il est considéré comme l'inventeur du téléphone. Bam! Elisha Gray, perdu. À ce jour-là, il aurait dû aller le jour avant, ou pas être en premier, mais en deuxième, parce qu'apparemment, quand tu es sur le dessus de la pile, ça ressort plus vite, ou alors avoir un avocat. Donc finalement, Alexander Graham Bell, il a gagné. C'est lui qui est considéré pendant 100 ans comme l'inventeur du téléphone. Oui, allô? Alors, tous ces téléphones, tic, 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 tic. Il a pu les développer à fond. Et c'est devenu ce que c'est devenu. Tout ce qu'on connaît, on connaît tous le téléphone. C'est partout. Mais alors, je vais te refaire la petite histoire. Alors, si on remonte dans le temps, il y avait le télégraphe. Première version du télégraphe. Je me dis, comment est-ce qu'on transmettait pour écrire à quelqu'un, pour transmettre loin, on avait la poste. La poste. Poste, c'est bien. Puis la poste, ça envoie des lettres. C'est comme ça qu'on faisait pendant longtemps. Même chez les Sumériens, on a inventé l'écriture déjà pour pouvoir envoyer loin. On peut remonter l'histoire de l'écriture. Alors, je te renvoie à mes vidéos sur comment je fais des tablettes d'argile. Mais ça s'est resté pendant quelques millénaires un peu pareil. Et puis ensuite, peut-être qu'on pourrait aller un peu plus vite. Donc on va essayer de faire des moyens de communication longue distance rapide. Alors le cheval qui court, le Pony Express, tout ça, c'est pas mal. Mais on va quand même essayer d'aller encore plus vite. Alors en France, justement, il y a ce qu'on appelle le télégraphe Chappe. C'est un monsieur Chappe qui, en 1794, il peut faire des espèces de tours avec de relais, comme ça, avec des symboles. Et puis, à suite de tours qui sont entre 10 et 15 km, ce qui est déjà pas mal, il faut les voir en face. Il faut une dizaine de minutes pour transmettre un seul symbole, comme ça, sur les 200 km de la ligne qui relie Paris à Lille. Paris à Lille, c'est la première ligne de télégraphe Chappe. Donc on est juste avant 1800, on est pendant la Révolution française, et on se transmet des messages comme ça, avec des sémaphores. C'est une sorte de télégraphe, télé à distance, graphe, écrire. J'écris à distance. Pas mal quand même, 10 minutes pour faire 200 km, ça va plus vite qu'un cheval. Mais voilà que l'électricité va commencer à tout révolutionner. En 1800, il y a la pile de Volta, tac, j'empile cuivre zinc avec un petit peu de feutre en dessous. Et voilà que tout d'un coup, on a de l'électricité maîtrisable à disposition. On ne fait plus de se faire électrocuter avec la bouteille de Leyde. Non, tout d'un coup, ça change tout. On a vraiment l'ouverture du monde des télécommunications qui ouvre. Alors, il y a un type qui est vachement intéressant dans l'histoire, il s'appelle Samuel Morse. Samuel Morse, il a fait le code Morse. Il a fait le premier télégraphe électrique. En 1838, il a déposé un brevet pour le télégraphe électrique. Alors, on voit ce qui est important, en fait, c'est de poser un brevet. C'est comme ça qu'on rentre dans l'histoire. Si tu fais un truc de ton côté, ça marche pas. Donc, en fait, en 1838, il sort ça. Mais qui c'est tu sais, Morse, d'où il vient? Non, j'ai déjà fait une petite vidéo aussi pour expliquer le télégraphe Morse. Donc, je vais pas revenir sur toute l'histoire. Mais en gros, Morse, rien à voir avec les télécoms. C'est un sculpteur. Le chef de l'Académie des Beaux-Arts de New York. Bon, il est venu faire un petit tour en Europe, voir toutes les beautés qu'il y avait en Italie, en France. Il s'est fait la sculpture, Michel-Ange et tout ça. Et après, il rentre, et sur le bateau, il rencontre un géologue qui lui raconte l'histoire de André-Marie Ampère, un Français qui joue avec des électroaimants. Et quand on met du jus électrique autour d'une barre d'acier, d'une barre de, pas forcément acier, mais un truc qui a du fer, clink, 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 on peut faire un électroaimant. On peut faire un aimant qui est pas naturel. Et ça, il se dit, je peux clic, 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 décrocher en G. Puis Morse, il se demande, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Et c'est là qu'il se dit, si j'ai un bras de levier qui fait clic, 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 je peux écrire sur un bout de papier,
à distance avec mes fils où je vais enclencher, déclencher, enclencher, déclencher. Et c'est exactement la machine qu'il a inventée. Je t'avais déjà montré dans une vidéo comment elle fonctionne, cette jolie petite machine de Morse, télégraphe Morse, clic, clic. Et ça a complètement révolutionné le monde, tout changé. Le monde est devenu d'un coup plus petit. Il était possible de faire puis d'envoyer des lignes sur des milliers de kilomètres très rapidement. Et là, on est entré dans l'ère de l'information. Alors pendant un moment, on a fait comme ça. Après, on a essayé de faire la même chose, mais sans fil. Alors sans fil, c'est arrivé vers 1895 à Salvan en Suisse. Il y a Guglielmo Marconi qui a débarqué là, et Marconi, alors lui il avait essayé en Italie, parce que c'est chez lui, mais en Italie ils n'ont pas compris ce qu'il voulait faire. Alors ils ont dit non, non, non. Et en Suisse, il a pu aller à Salvan et faire la première communication de télégraphie sans fil. Sur 2,4 km. Donc voilà la téléphonie sans fil, la télégraphie sans fil, la TSF, télégraphie sans fil, c'est assez vieux. Ça date de plus qu'un siècle. Mais encore une fois, lui, il l'a breveté, alors que Tesla, il lui a fait la guerre pendant 20 ans pour lui dire... En fait, moi, j'avais déjà fait des communications avec des ondes électromagnétiques. Personne ne connaît, mais moi, 10 ans avant toi, j'avais déjà joué avec ça. J'avais fait même un bateau télécommandé à la voix. Waouh, il était fait plus que faire bip, 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 hein, un bateau télécommandé à la voix. Et oui, oui, Tesla, il faisait des grands trucs impressionnants. Mais bon, je n'ai pas jugé nécessaire de breveter ça. Alors, pouf, on l'oublie. Puis Tesla, après, il a tellement breveté d'autres trucs que peut-être ça lui a servi de leçon. Il a breveté aussi. Donc finalement, on voit que la téléphonie, ça vient des télécommunications. Il y a toute l'histoire fixe, mobile, toujours. Et finalement, on va revenir au début de la téléphonie fixe pour montrer, parce que c'est quand même ça qui va démarrer. Donc on a la ligne du télégraphe, on fait juste bip 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 bip. Et c'est là qu'il y a des gens qui disent peut-être qu'on pourrait quand même faire un télégraphe qui fait de la voix aussi. Donc c'est justement ça que avait demandé Alexander Graham Bell, le télégraphe harmonique comprenant la transmission de sons vocaux. Et c'est pour ça qu'il a gagné. Les gens ont peut-être compris ce que c'est que le télégraphe pour la voix, alors que la transmission et la réception électrique de la voix humaine, bon, je sais pas. Et puis les gens qui avaient fait ça auparavant, le télétrophono, rien. Alors maintenant, les Américains considèrent que c'est Meucci qui est en fait l'inventeur du téléphone, parce que Alexander Graham Bell était un Écossais canadien. Les Allemands vont dire que c'est Philip Reis, et puis il semble qu'il y a même un Français qui aurait inventé le concept, mais on ne sait pas s'il a inventé plus que le concept. Donc bref, c'était dans l'ère du temps, à un moment donné, autour de 1860 à 1880, il y a plein de gens, c'est la révolution industrielle, c'est l'arrivée du train, c'est l'arrivée de plein de choses, et la technique arrive, et on a envie de faire de la transmission de la voix à distance. Parce que c'est quand même naturellement comme ça qu'on communique, nous autres les humains. On parle, alors on s'appelle, on téléphone, et c'est vraiment assez logique. Donc voilà l'invention du téléphone, là c'est 1876, le brevet. Et si je regardais, pour ce qui m'intéresse, en Suisse, en 1880, il y a une première société qui s'est créée pour créer le premier réseau de téléphone en Suisse, dans la ville de Zurich, en 1880. Et tout de suite, là, c'est l'État qui débarque. L'État qui dit « Non, tu peux pas faire ça. Les télécommunications, c'est un monopole d'État. » Et ça va être très important dans l'histoire de la téléphonie. J'ai retrouvé de jolies petites choses comme ça. Là. Matra Communication, c'est marqué tout en haut. Propriété de l'État. Ça, c'est un système français pour faire une numérotation avec des petits bouts. Et oui, il y en a d'autres, des comme ça. Et ça, c'était pour remplacer l'un et l'autre. Tac, tac. Et donc, c'est l'État qui gère tout. Alors, en passant par là, est-ce que tu sais comment ça fonctionne, hein? Parce que moi, je vois les vieux comme moi, ils savent, parce que quand j'étais gosse, on avait ça. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Maintenant, les plus jeunes, comment ça marche? Alors, si je veux te faire un numéro de téléphone, je dois mettre là et je dois tourner. Alors, si j'ai un numéro, 0, alors en Suisse on a 076 par exemple, c'est un numéro de téléphone mobile. Et puis après il y en a encore plein d'autres. Alors ça peut prendre beaucoup de temps à faire tout ça. Et de ça derrière, en fait, ça génère des impulsions. Ça fait tac 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 tac.
Donc il y a des petits interrupteurs qui font tac, 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 et ça envoie des impulsions électriques sur la ligne, presque comme du morse en fait. Tac, 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 tac. Et c'est ce qui permet d'envoyer le numéro de téléphone à l'autre. Donc il y a toutes des anecdotes des fois avec le 1, quand il y a des arbres des fois qui touchaient, puis que les lignes se touchent entre elles, clic, clic dans les lignes aériennes, ben, c'est des arbres qui téléphonent. Des fois ça fait clic, 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 clic. Et en fait, le numéro le plus courant à faire avec 1, 1, 1, 1, le 111, c'était pendant longtemps en Suisse le numéro des renseignements. Alors très souvent, ben, les renseignements, ils recevaient un appel d'un arbre qui faisait tic, 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 tic. Donc ça, c'est le système à impulsion. Maintenant, il ne fonctionne plus, mais pendant longtemps, il a fonctionné. Donc c'est pour ça que tous nos merveilleux anciens téléphones, des fois, ils ne fonctionnent plus, parce qu'ils ont toujours ce système comme ça. Voilà à quoi ça ressemble dedans. On tourne, on fait des impulsions, il y a la sonnette et tout. Ah oui, hein, ça c'est un joli téléphone. Hein. Ding, 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 ding. Donc ce genre de système était justement propriété de l'État. Parce qu'alors en 1880, ça commence, la première société privée qui lance le truc. Et voilà que c'est le Conseil fédéral, directement le gouvernement en Suisse, qui dit en 1885, paf, je monopolise tout parce qu'en fait, nous on a la poste. Et ça c'est lié à l'histoire du gouvernement. En Suisse, on a une confédération helvétique. Mais cette confédération, en fait, en 1848, s'est transformée en fédération. Parce qu'on a un État central. C'est plus vraiment une confédération, c'est pas une agrégation de plusieurs d'entités au même niveau, mais on a rajouté quand même un étage qui est la confédération. Donc cet étage-là, le gouvernement fédéral, il avait envie de montrer qu'il sert à quelque chose. Donc il a commencé à gérer la poste. C'est des réseaux. Et les réseaux, commercialement, dans la concurrence, ça marche pas bien, donc il faut toujours un organisme qui va gérer, et c'est toujours mieux souvent pour les réseaux d'être dans la coopération. Alors pour favoriser la coopération, justement, un État, ça peut être pratique. Donc en fait, l'État a dit, nous on gère la poste, et on va faire l'Union internationale des postes, l'Union postale internationale, dont la langue est le français, parce que le type, il venait de chez moi, il parlait français. Le type qui a créé ça principalement, puis qui a dit ce serait bien qu'on parle ma langue, ce serait quand même plus simple. Donc il y a l'Union postale internationale à Berne, et l'État avait décidé en 1848, en Suisse, il y a cet État fédéral qui se crée, et puis on a créé des grandes postes partout. Donc c'est les plus beaux bâtiments en général de chaque grande ville en Suisse, les chefs-lieux des cantons, c'est des espèces d'énormes bâtiments, l'hôtel des postes. Et puis l'autre grand bâtiment, c'est la gare. C'est pour montrer la puissance de l'État. C'est pour montrer, justement, c'est bien tout ce qu'on fait pour vous, avec les impôts du tout. Donc ça, c'est intéressant, parce que finalement, on va mettre en avant un monopole d'État qui est là pour montrer les choses, c'est le P de poste. Puis ensuite, quand le télégraphe arrive, c'est normal que le télégraphe, c'est aussi de la télécommunication. Donc hop, ça passe directement aussi poste-télégraphe. Et quand le téléphone arrive, on le fait tout de suite mettre dans le même acronyme, poste, télégraphe, téléphone, les PTT, poste, télégraphe, téléphone. Ouais, ça c'est la petite histoire, c'est rigolo de savoir que les PTT, ça vient de poste, télégraphe, téléphone. Et en Suisse, ça a duré jusqu'en 1997, où tout d'un coup on a décidé la libéralisation du marché, et la grande entreprise Régie fédérale Poste Télégraphe Téléphone devient Télécom PTT Swisscom. Swisscom, parce qu'il y avait Télécom PTT, qui était l'entité qui gérait en fait tout le réseau de téléphonie. Et là, c'est la libéralisation du marché, c'est une autre étape. J'y reviendrai un peu plus tard, parce que pour l'instant, on va voir comment ça s'est construit, tout ce téléphone, tout ce réseau, quels sont les différents acteurs, comment ça vient, qu'est-ce qu'on avait comme petit téléphone à l'époque. Donc, c'était mon téléphone mobile, hein. Mais on remonte le temps. Un super téléphone comme j'avais quand j'étais gosse. Ouais, je suis pas si vieux, jeune, je sais pas. Non, on va remonter encore plus loin, encore plus loin. 1880, on a des téléphones. Alors, hop, voilà, c'est celui-là. On est en bois. On est en 1885, tout va bien. Le téléphone arrive là. En 1896, on a des téléphones partout en Suisse, avec le monopole.
on peut téléphoner partout, de la Suisse à la Suisse, partout. Tout le monde n'a pas le téléphone, mais il y a des téléphones partout en Suisse. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça, accrocher, décrocher, décrocher, accrocher, décrocher. Donc quand tu décroches ton téléphone, hein, je vais appuyer sur la petite touche verte ou rouge. Ah bah non, là, je décroche. Ah oui, et c'est quoi le micro? C'est quoi le haut-parleur? Ah, comment je fais? Alors ça, c'est accroché au mur. Hop là. Bonjour. Donc oui, ça, c'est pour parler. Ça, c'est pour écouter. Puis là, les fils sont tellement vieux, hein, que le caoutchouc il est en train de se décomposer autour du petit fil de coton. Oui, bonjour. Alors, je décroche. Et puis, je vais faire le numéro. Alors, c'est quoi ton numéro? Ton numéro? Ouais, numéro. Ben, je mets où le numéro? Ben, comment ça marche? Il n'y a pas de numéro. C'est comme du morse. Ah non, ben, ça c'est pour appeler la demoiselle du téléphone. Eh ouais. Parce qu'à l'époque, oui, il y avait plein de demoiselles qui travaillaient comme téléphonistes. C'est la demoiselle du téléphone. Tic tic. Bonjour. Oui, alors j'aimerais téléphoner au médecin. Oui. Ah, j'aurais besoin d'un dentiste. Ah, vous pouvez me conseiller pour le dentiste? Oui, ben, mais alors appelez-moi, mettez en communication avec le dentiste, comme ça je prendrai rendez-vous. Voilà. Merci, au revoir. Puis là, ben, j'attends. Ah, bonjour, monsieur le dentiste. Alors quand est-ce que je peux venir chez vous? Je prends rendez-vous. Voilà. Ben, les premiers à avoir des téléphones, c'est souvent les médecins, les dentistes, hein, dans les villes. Donc il y avait des... Il n'y avait pas de numéro vraiment, il y avait une liste avec les 25 numéros de la ville, avec les 5 numéros du patelin. Donc en fait, il y a la demoiselle du téléphone, il n'y a pas de numéro. Je vais appeler, puis dès que je décroche, je vais au central téléphonique. Donc, dans le grand bâtiment de la poste. Poste, télégraphe, téléphone. C'est là que ça débarque. Alors, où est-ce que ça débarque quand j'appelle? Et ben voilà le central téléphonique. Tadam! Padabam! Alors, vous reconnaîtrez tout de suite, chers amis, là, le connecteur incroyable qu'on a ici. Attention, attention. Tadam! Un jack. Eh ouais, le jack, ça date du 19e siècle, 1876. Ah! Le jack pour les centraux téléphoniques. Ça a été inventé pour ça. Donc on a la demoiselle du téléphone, elle reçoit un téléphone, elle dit bah, alors ça va être le numéro 1 qui va parler avec le numéro 5. C'est bon, j'ai connecté les deux. Ça passe par ici, ça passe par en dessous. Et là, bah, là il est cassé, mais là son casque. Et elle peut écouter les conversations, espionner tout le village. Et ici j'ai une ligne de téléphone qui arrive. Et dedans, ben, il y a un petit mécanisme avec un électroaimant, ça fait clic. Ça fait tomber quand j'arrive, là, il y a un petit crochet qui s'ouvre par exemple. Quand je reçois un appel, pouc, ça tombe. Numéro 2. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'écran à l'époque. Il n'y a pas une petite LED qui s'allume. Donc là, voilà, j'ai mon système qui permet d'afficher. Clic, c'est bon, ça s'ouvre. Je referme. Un petit électroaimant, un signal qui arrive là. Clic. Ah, eh ben c'est bon. La communication. Alors derrière, c'est une technique absolument incroyable. Des torons en fil là, et avec la petite ficelle paraffinée. Alors il se trouve que je dois être vraiment vieux, parce que quand j'ai fait mon apprentissage d'électronicien, hein, quand j'avais 15 ans, j'ai appris à faire ce genre de choses. On avait une planche avec des clous, et on faisait le truc bien droit, on appelait ça des nœuds PTT. On faisait un toron, puis les petits nœuds qui sont là avec la ficelle paraffinée, c'est des nœuds PTT. Hein, poste, télégraphe, téléphone. Donc j'ai appris ça dans mon apprentissage d'électronicien. Bon, je ne l'ai jamais utilisé, hein, mais en fait, oui, bah, ça sert à ça. C'est incroyable que j'ai encore appris ce genre de truc, alors que c'est machin en bois. Donc ça a duré longtemps, pendant 100 ans, on avait ça, je pense. Donc ça, c'est mon petit central téléphonique de village, c'est mon petit central, mon petit PBX, comme on dirait de nos jours, pour la téléphonie. Incroyable, hein, quand même. Hop, c'est portable, hein, aussi. Hop, et je branche tout ça, et dans le village, tout va bien. Alors il se trouve que ça n'a pas plu forcément à tout le monde, qu'il y ait la madame qui puisse se brancher là-dessous. Donc finalement, ben, il y a un dentiste qui n'était pas content. Il devait avoir quelqu'un qui devait avoir une dent contre lui, justement. Qui dit « Allez pas chez lui, il est méchant ». Une téléphoniste, une demoiselle du téléphone. On dit demoiselle parce qu'elle n'avait pas le droit de se marier, hein, quand même. C'est important pour pouvoir répondre au téléphone, de ne pas être mariée.
Donc finalement, le dentiste, ben, il s'est dit, oh, elle m'envoie jamais les clients, elle me court-circuite, elle veut toujours que ce soit quelqu'un d'autre. Eh ben, elle aura plus de boulot. La demoiselle du téléphone, je l'aime pas. Et du coup, il a inventé le central téléphonique automatique. Virez-moi les demoiselles du téléphone. Bon, les demoiselles, elles ont eu le temps d'être mariées et puis d'avoir des enfants avant que tout ça change. Mais quand même, en 1912, il y avait un central téléphonique semi-automatique à Zurich. C'est un des tout premiers. Puis là, on a commencé à carrément tout automatiser le plus possible pour faire un vrai central téléphonique pour un réseau à commutation. Et c'est en 1959, en Suisse, qu'on a fini. C'est le premier pays à avoir entièrement automatisé son réseau de téléphonie. Et là, effectivement, les demoiselles du téléphone, c'était fini. Bon, ça a quand même pris un demi-siècle. Mais il semble qu'il y a des endroits où, en Suisse, c'est déjà un réseau hyper dense. Mais en France, j'ai entendu dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, à la fin du XXe siècle, il y avait encore des régions où il n'y avait pas de centrale téléphonique. Il fallait appeler la demoiselle du téléphone. Et elle allait répondre en Bretagne, perdue au milieu de nulle part, dans un bled perdu. Et finalement, c'est l'arrivée de ce genre d'engin de téléphonie mobile qui a complètement tout rendu obsolète, tout ça. Parce que finalement, on a du numérique directement là, plus d'analogique. Donc là, on se retrouve dans une phase où la téléphonie, 1880, ça débarque. Pouf, ça prend. Le tournant du siècle, on commence à utiliser aussi la télégraphie sans fil. Hein. Il y a l'histoire du Titanic qui a coulé en 1912. C'est la même année, justement, que le premier central téléphonique semi-automatique. Et le Titanic, ils ont envoyé par la TSF, la télégraphie sans fil, qui veut dire SOS. Sauvez nos âmes. Et oui. Et sur les 3000 et quelques passagers, il n'y en a plus que 700 qui sont revenus vivants de cette expédition. Et ils ont eu leurs âmes sauvées, les autres. C'était le but, SOS, Save Our Soul. En tout cas, voilà, on pouvait faire des communications transatlantiques. Donc depuis Marconi qui a fait les petites transmissions en 1895, on en est arrivé maintenant à vraiment du transatlantique entre Terre-Neuve et l'Angleterre en 1901. Et puis après, on voit 10 ans plus tard, c'est carrément, on fait le monde entier en bilip, et le morse a duré jusqu'en 1998. Et ouais, c'est pas si vieux. Parce qu'en fait, il y avait des appareils automatiques qui causaient en morse entre eux. On s'est dit, pour les débrancher, puis prendre un autre protocole peut-être un peu plus efficace. Alors si je continue, là, c'est le tournant du siècle, il y a une guerre, une deuxième guerre. Mais à la belle époque, on a déjà le téléphone. C'est génial. On a des grands hôtels. On a des hôtels avec des téléphones internes. On a aussi des afficheurs comme ça dans les hôtels pour indiquer quand les gens ils veulent appeler le service. C'est la grande période de Montreux, son palace, jusqu'en 1914. Et tout d'un coup, ouf, la belle époque, c'est fini, et la guerre. Ça, c'est un peu tout changé. Mais tout d'un coup, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, tout d'un coup, là, c'est vraiment le boom du téléphone. Tout le monde veut un téléphone. Là, la guerre a fait que la technique a un peu changé, ça a changé toute la société. Et finalement, il y a un petit truc dans les laboratoires Bell, des gros labos, on a inventé beaucoup de choses, notamment l'informatique actuelle. Et le tout premier élément vraiment nécessaire à l'informatique actuelle, c'est le transistor, qui a été inventé en 1947. C'est M. Shockley qui dirigeait une équipe où ils ont miniaturisé le plus petit interrupteur possible pour faire un transistor. Donc là, c'est l'avènement de l'électronique. Donc jusque-là, on était avec des automatisations, mais peut-être pas électroniques, mais plutôt électromécaniques. Il y avait des espèces de rotations, là, clac, 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 avec un petit moteur, clic, 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 clac, 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 clac. Et on pouvait faire, du coup, une commutation automatique. Donc dans le réseau de téléphonie, on parle de commutation, parce que la madame du téléphone, elle met ses jacks, clic, clic, et elle crée un réseau. Donc préalablement, avant de discuter, avant la voix utile, on va utiliser créer un réseau entre les deux abonnés, entre les deux personnes qui veulent parler. Puis après, ils peuvent parler. Donc ils parlent seulement une fois qu'ils ont un réseau qui est créé. Donc ça, c'est ce qu'appelle un réseau à commutation, et on verra plus tard que Internet, ça fonctionne pas du tout comme ça. Internet, c'est je balance, j'ai même pas encore de circuit, et au fil du chemin, il va trouver un chemin, et je suis même pas sûr qu'il va le trouver. Mais ça marche. Donc c'est comme ça qu'on a des philosophies différentes, et notamment aussi propriété de l'État. Donc ici, on a des téléphones qui sont très stricts, très fixes, validés, et propriété de l'État. Donc les gens achètent un abonnement, et ils ne sont pas propriétaires de leur téléphone.
Donc ça va un petit peu changer la chose. Donc le transistor arrive, mais on a encore l'électromécanique, mais ça ce sera pour le futur. En Suisse, en 1948, on a 500 000 abonnés du téléphone. Et si je regarde 11 ans plus tard, en 1959, on a le double, 1 million d'abonnés. Eh oui, ça se répand effroyablement. Enfin, effroyablement, c'est l'adoption du téléphone. C'est les années 1950, c'est largement massif. Tout le monde a le téléphone. Alors là, on a le modèle 50 en Suisse. Tadam! Ça, c'est le téléphone emblématique. C'est le modèle 50. En gros, le téléphone, c'est ça. Il y a 1 million de personnes qui ont ça. Alors, comme d'hab, c'est le même principe. Hein. Et je veux décrocher. Et comment ça marche? Oh! Eh bien, on peut l'ouvrir. Alors, on voit là, même principe. Alors là, il y a le schéma. Un joli petit schéma. À l'époque, il faisait les choses bien. Il mettait le schéma dedans. Et donc, ici, on a les quelques composants qui permettent à faire plusieurs circuits qui existent dans un téléphone, parce qu'on a un circuit de conversation, on a un circuit justement, quand on raccroche, quand on décroche, on a un signal avec du 48 volts qui est là, on a du 70 volts alternatif qui viennent faire la sonnerie. Là, on a la ligne au repos, toc, tic, toc, tic, toc. Et là, on voit justement raccrocher, décrocher, on a plein d'interrupteurs qui changent les circuits. Sinon, on a des filtres qui permettent de faire la voix avec le micro. Et ici, il y a aussi une espèce d'atténuation pour pas qu'on s'entende parler directement avec sa propre voix. Et tout ça fait en électronique de base, électricité électronique. Donc maintenant, on voit plein de camionnettes encore, c'est marqué électricité téléphone. Mais je vous assure que les électriciens, ils font plus beaucoup de téléphones. Ils branchent des connecteurs, ils tirent des câbles. Alors ça, c'est le modèle 50. Et on apprend ici qu'il était fabriqué en mai 1969 à Flamatt. Donc c'est le modèle des postes-télégraphes téléphones. Et puis, on sait que c'est du durable. Ça va marcher pendant longtemps. Alors, il se trouve que moi, j'ai un téléphone comme ça que j'ai récupéré en 2011 quand mon voisin est mort. Il est venu pratiquement à la construction de la maison en 1969, donc même année que la construction de ce téléphone, mais modèle 50, qui était déjà un modèle qui avait déjà quelques années. Et puis, il l'a utilisé jusqu'à sa mort. Donc entre 1969 et 2011, il avait que ça comme téléphone. Et il l'utilisait et il fonctionnait. Pas de mise à jour nécessaire. On pense le cycle que ça a maintenant, hein, avec nos smartphones. Hein, combien de modèles ils sortent par année? Un iPhone chaque année, un tout neuf. Et là, c'est le modèle 1950 jusqu'en 2011. Il marchait encore. Et ici, au dos du... Là, on a une révision. 1973, une révision. Et 1985, une révision. Donc, ça veut dire que presque tous les 12 ans, il y a un type qui vient, qui prend le téléphone, qui dit « Bon, je vais le réviser, voir s'il fonctionne tout le temps. Si ça marche, s'il faut changer quelque chose, une pièce. » Donc ça a été vraiment construit pour être du durable. On ne fait plus du tout comme ça de nos jours. On a tellement de téléphones obsolètes. L'obsolescence programmée. Donc voilà, ça c'est le téléphone modèle 50. Alors il fonctionnait encore jusqu'à il y a vraiment pas longtemps. C'est surtout le système à impulsion ici. Donc l'impulsion, en vrai, comme le tac 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 tac, c'est un système qui est plus utilisé, mais on peut mettre des petits adaptateurs dessus. Je sais qu'il y a encore des gens qui l'utilisent, dans certains cas particuliers, des nostalgiques qui ont voulu faire quelque chose. Il faut adapter maintenant pour que ça marche. Mais nativement sur le réseau, ça a marché jusqu'en 2015, je dirais par là autour. Donc voilà, ça c'est l'histoire de la téléphonie, c'est incroyable. Et on va gentiment entrer dans l'histoire de l'électronique, l'histoire de l'informatique, pour aller jusqu'au bout, hein, quand même. Parce qu'il y en a encore des choses. Donc voilà, ça n'a pas trop changé, la façon de faire, hein, quand même, un petit peu. Non, maintenant on voit les gens dans la rue, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc on a 1 million d'abonnés au téléphone en 1950. Alors je me souviens que mon papa m'a expliqué que dans les années 1950, dans un patelin perdu dans la campagne fribourgeoise, il a dû
apprendre à utiliser un téléphone. Il devait aller à l'école avec un numéro de téléphone, quelqu'un à appeler pour apprendre à téléphoner. Ouais. Donc tout s'est vraiment accéléré dans l'histoire. Alors, on a l'invention du microprocesseur en 1971. En 1972, il y a la France et les États-Unis qui mettent en service des premiers commutateurs électroniques commerciaux. Et ouais, là on passe à l'ère de l'électronique. Alors, un commutateur, c'est ça à l'origine. Je branche une fiche, je le fais manuellement. Tac, tac. Ensuite, on a un dispositif électromécanique qui va le faire. Il y a un moteur qui tourne un sélecteur. Plouc, plouc. Puis ensuite, on va passer complètement autre chose, l'électronique. On arrive à ça. Ça, c'est une de nombreuses cartes que je mets comme ça, alignées là. Il y en a plein. Celui-là, il était à Lausanne, à Saint-François. Et il y a un central téléphonique de Swisscom. Et dedans, ça, c'est une carte qui date de 1988. Et dessus, on voit toute cette petite ville. En tant qu'électronicien, moi, j'en ai fait des cartes comme ça, avec des composants, des circuits intégrés. Ici, il y a des relais. Il y a tout ce qu'il nous faut faire. Exactement, c'est une ligne de téléphone. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et on a construit des gros centraux téléphoniques, des grosses machines, des trucs de Siemens, de Ascom, des Ericsson. Ça, c'est le gros central téléphonique qui fonctionne. C'est les années 80. C'est des réseaux qui commencent à être numériques aussi. Alors ça commence les années 70, les années 80. Des grosses machines qui ne plantent jamais. C'est pas de l'informatique qu'on doit redémarrer tout le temps. Alors à l'école d'ingénieur, j'avais un prof qui me disait, autour de 2003, là, la dernière fois qu'il y a eu une grosse plantée du réseau téléphonique, un ordinateur comme ça qui a planté, c'était en 1993. Donc en 10 ans, ça n'avait pas planté. Et puis si on regarde maintenant notre opérateur national Swisscom, la dernière fois que ça a planté, c'était, d'après les infos, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ah, on a bientôt fait une semaine sans que ça plante. Donc en fait c'est de l'informatique, ça plante tout le temps, il y a toujours un petit dérangement par-ci par-là. Tandis que là vraiment on avait un truc fiable, efficace, mais qui faisait rien, et qui était toujours propriété de l'État. Alors ce téléphone-là, le modèle 50 que je vous ai montré, on le payait 25 francs par mois, tout le temps. Il n'était pas à moi, et comme il y a un type qui vient en faire la révision, il s'en occupe, donc c'est à l'opérateur qu'il appartient. Et en plus, il avait une hauteur où il devait être accroché, ça s'accroche au mur, ça. Il y avait une hauteur fixe, tac. Et si tu es trop petit ou si tu es trop grand, c'est à toi de te démerder. Hein. Tu prends un escabeau, tu te baisses, tu as juste un câble qui est assez long, avec le cordon, le fameux. Pendant que tu téléphones, tu peux t'amuser à faire plein de trucs. Ça, c'est les cordons de téléphone. Donc finalement, c'était un fonctionnement assez rigide et on ne pouvait pas faire grand-chose sur le téléphone. Mais c'était quand même le réseau, le truc qui permettait de communiquer avec d'autres gens. Donc il y avait l'informatique qui commençait un petit peu. Si on se repositionne le début de Internet, il y a les grands ancêtres avec ARPANET vers 1971. Et puis ensuite, on a des universités qui se mettent ensemble, des grosses entreprises qui se mettent ensemble. Et puis Internet, c'est vraiment plutôt 1983 qu'à l'officialisation de TCP/IP comme étant le protocole de l'Internet. Et c'est là qu'on commence à avoir le démarrage d'un réseau informatique nommé Internet. Mais jusque-là, c'est le réseau de téléphone qui est vraiment prédominant. Et encore pendant longtemps. Et encore maintenant. Pour pouvoir accéder à Internet. Alors si je fais un petit décrochage, c'est pour expliquer que c'est à peu près à cette période qu'on voit arriver ce genre de petites bêtes. 1987 pour ça. Donc les premiers réseaux de téléphonie mobile, c'est 1978. Il y a les PTT qui dansent le National Autotéléphone, le Natel. Et puis gentiment, on arrive avec des radios analogiques. Et puis on arrive en 1987, le téléphone mobile, c'est celui que je viens de présenter. Et puis ensuite, on a le Natel D, le numérique, en 1993.
Ça, c'est la norme, mais il faut attendre pour 95, 96 pour que ce soit vraiment installé. Puis c'est juste après qu'il y a la libéralisation du marché en 1998. Donc là, tout d'un coup, il y a plein d'opérateurs qui veulent tous te refourguer un téléphone et tout ça. Allez, vas-y, prends. Et à l'époque, pour autant que tu prennes un abonnement, on te donne ce téléphone-là. Celui-là, il va avec. C'était un peu les mêmes pratiques que ce qu'on avait justement quand tu loues ton téléphone. Les gens, on n'a jamais acheté de téléphone, ça n'existe pas un magasin de téléphone. Alors, petit à petit, il y avait des téléphones un peu homologués, ça c'est les années 1980-90. On avait le droit quand même de prendre des alternatives un peu plus mieux, un truc pour entreprise avec un répertoire dedans. Mais c'est vrai que le commun des mortels restait avec des téléphones assez standards, un peu comme celui-là. Puis gentiment, on a remplacé le cadran par des claviers. Mais une évolution très 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 lente quand on y pense. Et tout ça, ça commençait à se rentrer dedans avec les possibilités de l'Internet. Et puis, c'est là que dans les années 80, on a voulu changer tout ce réseau. Donc c'est là qu'on a eu le réseau numérique à intégration de services, RNIS, qui se dit en anglais ISDN. ISDN. Alors, c'est là qu'on a le NT, qui ressemblait à ça, jusque dans les derniers qu'on en a eu. Un NT plus 2 AB. Donc 2 AB. Ici, un NT 2 AB. Ça permettrait même d'avoir 2 lignes analogiques. Yes! Et puis des lignes numériques. Il y a des bus ici qui existent, bus U, bus S. Et ça permettait d'avoir la téléphonie numérique. Donc on commence à avoir de la téléphonie numérique directement avec le Natel D là-dedans. Et ça, c'est le pendant fixe avec la téléphonie numérique. Alors les téléphones sont finalement assez semblables à tout ce que tout le monde connaît comme un téléphone. Mais le NT, ça coûte un peu plus cher à stocker. Il y avait des abonnements à 120 francs par mois. C'est un peu plus cher que celui à 25. Donc il n'y a pas eu grand monde. Mais quand on a besoin de 2 lignes, c'est pratique. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de 2 lignes? C'est quand tu as un bureau, tu causes beaucoup. Donc pas tellement les particuliers, mais toutes les entreprises. J'en avais aussi dans l'entreprise. Jusqu'en 2008, on avait cette boîte-là comme ça. Mais ensuite, on a commencé à vouloir avoir Internet. Et Internet, c'était par exemple des modems comme ça. Alors celui-là, il a déjà vachement évolué. Parce qu'au tout début des modems, c'est pour essayer d'aller sur Internet avec un fournisseur d'accès à Internet en passant par quel est le seul réseau que j'ai à la maison? Le réseau, c'est le réseau de téléphone. Le réseau, c'est le plus simple, c'est le plus direct, c'est celui que j'ai déjà. C'est celui qui est partout. C'est le réseau qui est le plus répandu. Donc si je me mets sur ma ligne de téléphone, je peux passer des informations. Sauf que j'ai pas le droit de passer autre chose parce que justement, c'est le monopole d'État. Alors j'ai ça, et puis je peux faire dedans... je peux essayer de passer mon bruit de modem. Donc il existait un temps des espèces de trucs bizarres qui faisaient ça. Alors, on va retrouver un petit son. Ça, c'était un peu le son du modem. Alors, il y a des gens qui ont imaginé un truc. Alors, comme j'ai pas le droit de toucher mon téléphone que j'ai chez moi, comment je fais pour passer un son informatique là-dessus? On peut même faire des connexions point à point, on n'a même pas forcément besoin d'avoir Internet. J'en ai aussi fait un temps, on faisait des jeux comme ça. On profitait que c'était le week-end, la nuit, 50 centimes par heure de téléphone, beaucoup moins cher, puis on passait la nuit à faire un jeu. Ça nous avait coûté 10 balles, 5 balles, 10 balles le week-end. Et avec ce genre de téléphone, comme c'est propriété de l'État, pas le droit à l'y toucher, et il n'y avait pas de modem. Donc les premiers modems, en fait, c'était une espèce de bricolage avec des coupleurs. On faisait micro sur haut-parleur, haut-parleur sur micro. Voilà, et puis on fait passer la modulation comme ça, en audio uniquement. Donc en fait, on reste dans les fréquences qui passent par le téléphone. Et après, on s'est dit, mais on pourrait faire un peu mieux quand même. Et là, il y a commencé à y avoir des vrais modems, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, alors il y a eu des homologations de modems, il y a eu des modems 14K, 28.8, 33.6, 56K, et ça c'est le plus rapide qu'on avait. Donc ici c'est un modem USB V90 56K, qui vu son design, donc c'est 56 kilobits par seconde, ce qui est absolument rien du tout. Hein. On a des connexions 10 gigabits maintenant, hein. 1 million de fois plus rapide.
Donc en fait, d'après le design, on reconnaît bien que c'était un peu l'époque 1998, 99, 2000. C'était l'époque où Apple avait lancé l'iMac. Et puis ensuite, ben, il y avait tout le design bleu comme ça de l'iMac. Et derrière, en fait, on a des prises. Donc je branche ça sur mon ordinateur avec de l'USB. L'USB, ben, l'iMac est le premier ordinateur à avoir de l'USB et que de l'USB. Il y en a d'autres qui avaient aussi de l'USB, mais il n'y avait rien. Du coup, ça a créé tous les périphériques USB à cette période, parce qu'avant, on ne voyait pas à quoi ça servait. Il y a eu une première imprimante qui a été faite juste pour le iMac, et on le mettait en modem avec. Alors, il y avait même les modems intégrés qui permettaient de brancher dans le téléphone directement dedans. Alors, avec les prises TT83, là, ça c'est une fiche, mais les prises TT83, donc on les branche. Après, on les relie de l'autre côté, tac, et c'est bon, je connecte mon ordinateur sur Internet. Et du coup, bah, je prends une ligne de téléphone complète. Et ça, c'est la guerre dans les familles, parce que j'envoie par une ligne de téléphone. Alors, c'est que je dis, mais il y a mon amoureux qui doit m'appeler. Non, mais je dois faire un exposé, je dois aller chercher des informations. Oh non, il y a mon boss qui m'a appelé, alors je peux pas faire ça. Ah, mais là. Et voilà, c'est la guerre dans les familles, parce qu'on a une seule ligne de téléphone par foyer. Hein, on n'a pas grand-chose comme ligne. Ou alors, l'ISDN. Et là, on peut avoir plusieurs lignes. Alors, soit on peut directement être branché en numérique, ce qui est plus rapide, ou soit profiter de ça pour avoir un NT, 2 AB, 2 abonnés. On a des lignes analogiques et on peut utiliser une ligne pour Internet et une ligne pour téléphoner. Ça coûte quand même cher, hein, 120 balles par mois pour avoir juste la ligne qui permet, plus les communications téléphoniques qu'on paye à l'opérateur, plus le fournisseur d'accès Internet, qui est en général une autre entreprise. Et puis il y avait des prix à la fin des années 1990, c'était genre 40 balles par mois pour avoir le droit de se connecter sur Internet chez un fournisseur d'accès Internet. Plus, ben, on payait peut-être 1 franc la minute, 3 francs la minute, 3 francs l'heure. Plus, ben, il fallait se connecter, hein. On n'était pas tout le temps en permanence. Hein. Un WhatsApp, là, ça n'aurait aucun sens. Donc ça, c'est une époque où on n'imagine plus comme c'était. Pourtant, moi, je l'ai vécu, hein, on était complètement là-dedans. Donc ça, c'est un modem, et c'est un modem qui permet justement de transmettre un signal informatique loin sur une ligne, qui permet d'aller chez un fournisseur d'accès Internet en utilisant le réseau de téléphone. Et là, on utilise les fréquences qui sont celles de la voix, parce qu'à la base, ben, c'était bien le truc de faire micro contre haut-parleur, haut-parleur contre micro, et puis de se transmettre comme ça. Alors que ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'on a découvert que le pauvre petit fil, la ligne bifilaire, les 2 fils qui traînent, ben en fait, ils peuvent transmettre beaucoup plus de fréquences. Alors on s'est dit, c'est l'arrivée de l'ADSL. Autour des années 2000, on s'est dit, on pourrait faire un truc là. Si, à la place d'avoir un modem, j'en ai 250, ça marche aussi. Donc on a commencé à utiliser d'autres fréquences que les fréquences de la parole, parce qu'on n'a pas besoin de la parole. La parole, c'est bien pour les humains. Donc c'est de 300 Hz à 3400 Hz. C'est là ce qui passe comme fréquence audible par les humains qu'on va envoyer là-dessus. Mais sinon, ça ne sert à rien, hein, pour leur transmettre des données. C'est un peu moins bon parce que nos fils, ben, ils ont été posés il y a très longtemps. Hein. Le téléphone, c'est pas nouveau. Hein. C'était là encore dans la grande tour de la poste télégraphe-téléphone, donc dans la tour de l'hôtel des postes. Il y a une grande tour. Et puis, ben, très souvent, on voit maintenant que c'est une tour qui est fermée. Ben, à l'époque, il y avait une tour ouverte avec des tonnes de fils partout. Puis chacun est relié à la poste télégraphe-téléphone pour avoir le téléphone. Chacun avec son fil, ses fils, qui viennent là. Donc finalement, ben, ces vieux fils, ils fonctionnent encore, ils n'avaient pas été prévus pour, mais on peut voir qu'on peut pousser le débit un peu plus loin. Alors au lieu d'avoir créé, d'être limité à 56K, eh ben, si on en met 10 en parallèle, ça fait 500K. Donc on a commencé à mettre beaucoup en parallèle, puis essayer d'aller en plus haut en fréquence. Donc ça, c'est des questions un peu mathématiques, c'est de se dire qu'on a une bande passante, donc possiblement on peut faire des canaux en parallèle en prenant chaque fois des fréquences différentes pour passer un bout de modulation. Et ça marche. Et tout d'un coup, ça a été une révolution, parce qu'autour de 2000 et quelques, 2000, là, il y a eu le boom des télécoms suite à la libéralisation du marché. Il y a plein de nouveaux acteurs qui ont débarqué. On a eu le droit de faire presque ce qu'on veut, donc il n'y avait plus un modem qui doit faire que sur ce qu'on veut faire avec le son, la voix, le son. Donc on peut faire avec la ligne électrique, et à l'autre bout, ben, on récupère ce qu'on peut, on augmente le débit des connexions Internet pour aller sur le fournisseur d'accès Internet. Et ben, les opérateurs sont devenus aussi fournisseurs d'accès Internet, en plus de fournisseurs de téléphonie.
Et puis petit à petit, ben, Internet a commencé à dépasser le téléphone. Et puis on a commencé à avoir des solutions qui utilisent Internet parce qu'on a une connexion Internet permanente. On n'a plus besoin, on a un abonnement, mais cette fois c'est 40 balles par mois, peut-être un peu plus, mais... Et là, on commence à tout changer. Et ça, c'est le début des années 2000. Moi, je me souviens, c'est dans 2004 que j'ai eu une connexion Internet permanente. Et elle passait par le téléréseau. Est-ce qu'il y a encore autre chose? C'est un autre réseau. C'est pas un réseau de téléphonie. À ce moment-là, tous les gens qui avaient des réseaux voulaient faire la même chose. Ils voulaient tous... Ben, moi, j'ai un réseau, alors on a dû adapter. Et finalement, maintenant, ben, on va aller vers une nouvelle norme qui est Internet par la fibre optique. Et tout le monde va faire comme ça. Mais là, on est encore en transition parce que ça prend beaucoup de temps de changer les fils qui vont chez tout le monde, en fait. Mais là, on y arrive. Gentiment, on va arriver au bout de cette transition. Donc, Internet s'est bien dérouillé, les années 90, les années 2000, et puis tout d'un coup, pour revenir un peu à la téléphonie, sur Internet, on découvre qu'il y a des petites applications qui font de la voix sur IP. Alors, on a deux mondes qui s'affrontent, la téléphonie sur IP et la voix sur IP. C'est pas tout à fait pareil, on a presque oublié cette histoire. C'est qu'il y a des gens des télécoms de l'Union internationale des télécommunications, les gens qui font le téléphone, les opérateurs de téléphone qui utilisent aussi, dire, oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le protocole Internet pour passer de la voix? Puis là, on a la TOIP, la téléphonie sur Internet. Et puis, on a de l'autre côté, c'est un peu plus le monde des bidouilleurs, des hackers, qui essayent de, comme d'habitude, contourner un peu pour essayer de faire ce qui m'arrange le mieux, le moins cher, étendre des possibilités non prévues. C'est le principe du hack, de la bidouille en bon français. Donc le hacker, il ne pas forcément illégal, mais c'est un type qui est tellement capable de bidouiller qu'il est capable de contourner certaines choses, et parfois c'est pas tout à fait légal. Mais là, on a tout d'un coup la création d'outils de voix sur IP qui permettent de téléphoner sans payer un opérateur de téléphone, mais juste en payant son abonnement Internet. Et ça devient intéressant. Alors pour la petite histoire, les débuts de l'informatique sont aussi très dépendants en fait des bidouilleurs. On appelle même des freakers, c'est les gens qui allaient bidouiller les lignes de téléphone. Alors on a l'histoire du Captain Crunch. Dans les céréales du Captain Crunch, il y avait là un petit sifflet à 2600 Hz. Et c'était un signal qui était utilisé justement sur les réseaux américains de AT&T pour signaler qu'on avait décroché une ligne internationale. Donc si je fais ce sifflement, même quand j'ai toujours là, je fais ce sifflement, à l'autre bout il décroche, sans avoir dû appuyer physiquement sur le bouton qui dit que j'ai décroché. Donc c'est un petit son qui passe en fait dans la voie utile. Donc en général c'est assez rare que je fasse des sifflements comme ça, mais il se trouvait que il y a quelqu'un qui a trouvé que dans les céréales du Captain Crunch, il y avait ce sifflet et qui permettait de faire ça. Alors l'astuce c'est j'appelle un numéro gratuit, je fais comme si j'ai décroché et je recompose un numéro et je suis sur un autre numéro, mais je paye plus parce que c'était gratuit, mais je vais sur un autre. Et comme ça je peux téléphoner gratuitement. Et on peut même faire des lignes internationales avec ça. Donc ça, il y avait la Blue Box qui a été inventée par certains types assez futés pour pouvoir automatiser ça, puis quand nous avons du sifflet. Donc c'est toujours des gens qui essaient de bien connaître un système. Un hacker, c'est quelqu'un qui connaît à fond un système et qui est capable de le détourner pour ça. Donc il a trouvé une astuce, un hack. Et là, cette astuce a permis à beaucoup de gens de téléphoner gratuitement, puis après à des petits étudiants de se faire un peu d'argent en créant la Blue Box qui permet de faire ça. Et il y en a qui ont excellé dans cette histoire, c'est Steve Wozniak et Steve Jobs, les fondateurs de Apple. Ils avaient créé une Blue Box. Ils avaient créé un moyen, en fait, justement, de téléphoner gratuitement sur la ligne de AT&T. C'est pas très légal non plus, tout ça, mais bon, nous on a créé un appareil qui fait, mais ça veut pas dire qu'on va l'utiliser, ah voilà, c'est un peu toujours ce truc. Donc ils ont vendu ça à leurs camarades de dortoir de l'université, et pouvaient appeler leurs copines, leurs parents à l'autre bout du pays sans payer. Mais ils vendaient ça quand même assez cher, mais eux ils en avaient fait une qui était numérique, et pas analogique comme les autres, donc de la bonne électronique. Et ça, ça leur a donné envie de continuer. Et puis, comme d'habitude, c'est Steve Wozniak, qui est le petit génie de l'électronique, qui avait créé plein de trucs, et Steve Jobs qui avait envie d'en faire le produit parfait qu'on va pouvoir vendre à tout le monde, et avec une ergonomie, une simplicité incroyable. Et là, déjà, la philosophie Apple, elle était là pour vendre ce truc de hacker pas très net.
Et il semble qu'ils ont gagné 60 000 $ des années 70 avec tout ça, donc ça vaut une fortune colossale. Et après, ils ont entendu qu'un de leurs potes s'était fait avoir par la police parce qu'il faisait un truc pas très légal. Alors du coup, ils ont arrêté tout de suite. On n'y est pour rien. Et c'est là qu'ils se sont lancés plutôt dans la fabrication d'ordinateurs avec l'Apple I, qui était un très bon prototype ou presque. Et du coup, l'Apple II, qui lui a complètement changé le monde, qui s'est vendu à de nombreux exemplaires, qui a créé une multinationale, qui s'est mis en bourse et tout ça, tout ça. Bref, l'histoire d'Apple, c'était un autre sujet, mais l'informatique a été lancée avec des bidouilleurs sur du téléphone. Donc le téléphone mène à tout ça. Et là, si on retourne dans le domaine de l'informatique, en 2003, il y a une petite entreprise qui est créée qui s'appelle Skype. Et Skype, il fait de la voix sur IP en fait. Et c'est de la voix sur IP qui passe avec un débit qui est vraiment très 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 faible. Parce qu'il faut savoir que sur les téléphones GSM, là, on se demande encore comment c'est possible d'avoir réussi à passer de la voix là-dessus. En fait, c'est pas vraiment de la voix qui est enregistrée, qui est envoyée. Il y a 13 kilobits, si je me souviens bien, pour envoyer via le GSM en 1993, là. Et en fait, on envoie des paramètres de vocodeur. Et donc, c'est une voix de robot qui reconstitue la voix à l'autre bout. Donc, je parle. Et à l'autre bout, il y a une voix qui est reconstituée, qui ressemble à la mienne. Mais comme elle fait un peu voix de robot, puis qu'on a un peu de débit supplémentaire de bande passante à utiliser, on va prendre un peu de cette bande passante pour enregistrer les bruits ambiants. Et puis, on le boucle pendant 10 fois. Donc on fait tourner pendant 10 fois un bruit ambiant. Alors quand c'est une ventilation, peut-être t'entends ici, il y en a une petite... en fait, ça s'entend pas. Plutôt que d'envoyer 10 fois le même message, si je l'envoie une fois puis que je le répète 10 fois à l'autre bout, ce sera strictement pareil. Par contre, si j'envoie de la musique, il y avait une pub à une époque, qualité incroyable, hi-fi, puis j'écoute le chant d'opéra, là non, ça marche pas tellement, parce qu'en fait, la musique, elle n'a pas été conçue pour les vocodeurs. Donc à l'origine du GSM, pour ces trucs-là, c'est comme ça qu'ils faisaient. Puis ensuite, maintenant, on a des débits de malade, c'est 64 kilobits par seconde pour la voix sur IP. Puis on peut mettre des fois des centaines de canaux, des milliers sur de la fibre optique en parallèle. Donc vraiment la téléphonie maintenant c'est devenu une application qui nous bouffe très très peu de ressources. Donc Skype avait réussi à faire des protocoles très adaptatifs qui fonctionnent, qui avaient une bonne qualité quand il y a la place, puis une faible qualité mais qui passe partout quand il n'y a rien. Et puis c'est grâce à Skype, depuis 2005 surtout, quand tout d'un coup il y a des gens qui se sont dit mais on utilise ça, et ils ont fait un service spécial. On pouvait appeler à l'international, donc un truc monstrueusement cher à l'époque. On n'a pas idée maintenant, parce qu'on a vraiment les prix de téléphonie, ça vaut plus rien. Donc c'était très très cher à l'international, mais au prix du local. Donc je pouvais appeler en Amérique du Sud, depuis la Suisse. Waouh! Juste pour un appel, le prix d'un appel local, parce qu'au milieu, ça passe par Internet. Donc Skype, c'est ça qui a fait son succès. Et puis ensuite, quand tout le monde s'est équipé de Skype pour pouvoir téléphoner aux cousins de l'autre bout du monde, en fait, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas les deux sur Skype en même temps si on est sur notre ordinateur de chaque côté? En fait, on n'a plus besoin du réseau de téléphone, à part pour avoir Internet. Mais ensuite, on paye un forfait Internet et du coup, on parle gratuitement. Le téléphone est devenu gratuit à ce moment-là. La voix est gratuite. Waouh, c'est incroyable. Alors voilà, c'est Skype qui a un peu révolutionné le truc. Et puis petit à petit, il y a plusieurs versions. Ils ont fait de la visioconférence avec Skype tout d'un coup. Waouh, on peut se voir aussi. On a le visiophone, un vieux rêve. Ça fait depuis, j'avais cherché les plus anciennes mentions du visiophone, c'est 1932. Depuis 1932, il y a des gens qui annoncent très régulièrement le visiophone. Bientôt, vous pourrez vous voir à l'autre bout du monde. Oh, on pourra vous voir. Et maintenant, on a le visiophone. Mais bon, c'est quand même pas un truc que les gens ont envie. J'ai pas envie qu'on voit tout chez moi. Je peux plus me balader en pyjama ou moins habillé que ça. Si tu m'appelles, je dis ouh là là, voilà. Non, des fois la voix suffit. En fait, ça apporte pas énormément de choses d'avoir l'image en plus. Bien qu'on fait de plus en plus de visioconférences, de plus en plus pour montrer, mais la voix reste quand même toujours une application. Et depuis 1870 et quelques, 1880, on pourrait dire, c'est vraiment la voix qui est le service principal qu'on a vraiment besoin pour se parler. Et puis maintenant, on fait des lives sur YouTube, on peut parler tous ensemble dans le chat maintenant, en même temps que des gens parlent, et puis se mettre, chacun monte dans le live en même temps. On fait des lives sur Twitch toute la journée avec des jeux vidéo, on se discute sur Discord pour se coordonner pour les raids, pour aller massacrer des villages dans un monde virtuel.
Et voilà, mais alors tout ça, on le faisait encore qu'à la maison pendant les années 2000. Puis tout d'un coup, 2007, révolution. 2007, Steve Jobs annonce l'iPhone. Wow, les rumeurs étaient vraies. On va faire un vrai smartphone. Le vrai. En fait, au niveau téléphonie, il n'était pas mieux que celui-là. Même moins bien parce qu'on ne pouvait pas changer l'opérateur. Donc si on était sur l'international, souvent il prenait le meilleur réseau. Et puis, de la région lausannoise particulièrement, il prenait toujours les réseaux français qui sont plus forts de l'autre côté du lac. Donc c'était un peu problématique l'iPhone, les premières versions. Mais ensuite, c'est devenu le téléphone, le smartphone, l'emblématique, parce que surtout il est tactile. Une vie à passer à caresser une vitre. C'est ça le concept. Et plus de boutons. Et je fais tout avec du tactile. Et l'iPhone est le premier téléphone à pouvoir naviguer sur Internet. Donc avoir Internet dans la poche. Alors qu'avant, on avait Internet au boulot, Internet à la maison, Internet à l'école, mais pas Internet entre deux. Pas Internet partout. Pas Internet tout le temps. Seulement des moments. Et ça a quand même vraiment changé. Et ça, c'est un truc qui fait que la société s'arrête plus maintenant. On est tout le temps là, blablabla. Donc voilà, c'est l'iPhone qui a quand même révolutionné tout ça. Donc c'est parti, c'est l'ère du smartphone, parce que directement il y a eu Android qui arrive, qui a copié, qui a fait la même chose, boum. Et puis tous les anciens, les Nokia, alors là ils ont disparu. Hein. Ils ont essayé de faire en mettant un Windows dessus, pour cliquer sur le menu démarrer absolument tout petit sur un écran machin comme ça, là, avec un stylet. Non. Donc c'est vraiment Safari qui avait le vrai web dessus. Ça fonctionnait sur la 3G, c'était lent, mais on l'avait quand même. Et puis c'est là que Steve Jobs aussi a pas mal changé les choses, parce que grâce à lui et son influence qu'il avait souvent, il disait, alors c'était une période où je t'ai dit, ces téléphones, on les donnait. Dès que tu achetais un abonnement, tu recevais le téléphone avec. C'était pour occuper le marché, hein, parce que les premiers opérateurs, il y avait les historiques qui étaient là. Et puis moi j'ai un copain qui bossait chez Orange en Suisse, dès le moment où ça a été créé. Ils n'avaient pas d'abonnés et il en fallait. Donc, comme toute start-up, c'était budget illimité. Lui, il était au marketing, puis on lui dit tu fais les offres. Comment je fais c'est toi qu'on a débauché de ton école de marketing, c'est toi qui vas nous les faire. Hein. C'est pour ça qu'on t'a engagé, hein. Maintenant tu te débrayes. Et voilà, il devait faire les offres, il devait faire du marketing, il devait créer quelque chose, puis dire le standard de la téléphonie, ça va être ça. On paye à la minute, à l'heure, au data, comment on fait On ne sait pas, ça, les services, ça dépendait de la technique qui arrivait en même temps. L'État avait pris des licences monstrueuses, c'était 1 milliard pour avoir une licence UMTS à une époque, là, au début des années 2000. Monstrueusement cher, parce qu'en fait, il y avait un potentiel gigantesque de clients aussi. Bon, après, ça s'est baissé parce que c'est quand même fait la bulle des télécoms, puis les entreprises étaient un peu, 1 milliard, j'ai quand même pas tout ça à disposition. Mais là, effectivement, c'était le grand boom, budget illimité pour choper des abonnés. Et puis du coup, dans ces abonnés, on avait l'habitude de donner les téléphones. Alors quand les smartphones sont arrivés, on se dit, est-ce qu'on va les donner aussi oui ou non. Et du coup, c'est vraiment les opérateurs qui vendaient des téléphones et avec les abonnements, et c'était combiné. Ça allait ensemble. On a pris les mêmes pratiques que ce qu'on faisait auparavant. Et puis là, Steve Jobs avait dit, il faut absolument, pour l'expérience utilisateur, hein, c'est toujours son leitmotiv, c'est l'expérience utilisateur avant tout, la technique, elle doit faire pour que ça marche derrière, mais c'est l'expérience utilisateur qui compte. Et cette expérience utilisateur, c'était, je peux aller sur Internet sans que ça me coûte une fortune. Donc, il fallait un forfait. Et il ne voulait plus qu'on tarifie, par exemple, 2 francs par kilobit. Non, il y a eu des trucs, c'était 20 centimes le kilobit, quelque chose comme ça. Il y a eu des abonnements, c'est juste monstrueusement cher. Je reçois une photo à 1 méga, 1 kilobit, wow, ça fait 10 balles la photo qui arrive. Non, personne, pour une page web, ça qui me coûte 200 balles. Donc finalement, c'est Steve Jobs qui a dit, maintenant, c'est plus la téléphonie, mais c'est un forfait. Donc comme on a un forfait pour avoir Internet, on paye un forfait pour aller aussi sur l'Internet mobile. Et ça a quand même tout changé. Et du coup, la téléphonie est devenue un peu accessoire. Parce qu'entre deux, c'est un peu habitué avec les SMS, avec ce genre de choses. À l'origine, le SMS n'avait pas été prévu. C'était 160 caractères qui restaient quelque part dans un cycle synchrone, comme on le faisait avec la téléphonie traditionnelle. Et puis, il y a un petit espace libre. Qu'est-ce que j'en fais? Je fais un système de messages simple, SMS. D'ailleurs, tididi, tididit, c'était une petite sonnerie qu'il y avait pour faire SMS en morse.
Donc on retombe sur nos pattes, l'histoire de Morse, il était toujours dans ces bestioles. SMS, presque proche de SOS, hein, parce que entre le M et le O, c'est pas très loin, il y a un long de différence. Donc avec ce genre de petites bêtes-là, on avait commencé à écrire des messages. Donc finalement, la voix, c'était plus ce qui était important, parce qu'on pouvait envoyer du texte. Avec du texte, on peut commencer à faire des commandes informatiques à distance, on peut faire du vote à distance. Pour les séries TV de télé-réalité, bon, à Zurich, ils avaient aussi testé pour le vote de la démocratie suisse. Bon, ça a été abandonné pour finir, parce que la technique a tellement évolué que ça s'est fait autrement. Et puis finalement, le SMS, ça nous a encouragé à envoyer des messages. Et puis tout d'un coup, on a la messagerie électronique, on a les messageries instantanées qui sont arrivées. Et on est toujours lié à la carte SIM, à un truc qui est là-dedans. Donc finalement, pour avoir son carnet d'adresse, on en arrive au point que c'est WhatsApp qui débarque. On avait déjà plein de messageries, et ça je trouve dommage. On a WhatsApp, Telegram, Signal, Trema, chaque fois chacun va une différence et décrire leur religion, et on se retrouve avec tous. Alors que jusque-là, les télécoms étaient interopérables entre tous, peu importe l'opérateur sur lequel on est tous sur le même réseau. Peu importe sur la façon de l'application que j'utilise, c'est le protocole qui doit être le même, pas l'application. Mais là, on a des trucs qui sont très différents. Alors qu'on avait des jabbers auparavant, qui tournaient très bien, qui faisaient la même chose que nos messageries instantanées, mais tout d'un coup, WhatsApp a un peu changé la donne, parce qu'il est devenu tellement simple, c'est toujours la simplicité qui gagne. C'est que j'avais déjà tous mes contacts qui étaient enregistrés là-dedans, et puis il suffisait qu'ils soient aussi là, puis ils les détectent, puis après j'ai qu'à leur écrire, et j'ai plus besoin de numéro de téléphone. Et on se demande si le numéro de téléphone ne va pas finir par disparaître. Parce que fondamentalement, on n'en a plus besoin. À l'époque, c'était l'adresse à travers tout le central téléphonique, de petit au plus grand. Puis le zéro permettait de remonter de un niveau. Donc si j'avais celui de mon village, je peux aller à celui de mon canton, celui de ma région, celui de mon pays. Et c'est pour ça qu'on commence les numéros de téléphone internationaux par 0, 0 et puis l'indicatif du pays. Parce qu'on remonte de 2 niveaux, puis après on redescend. Donc ça, c'est juste des conventions qui ont été faites parce que physiquement, c'était comme ça, puis tout d'un coup, ça l'est plus. Et puis maintenant, on a totalement découplé une espèce de numéro de téléphone qui a un identifiant comme un autre, qui peut même disparaître si on a un compte utilisateur, ça marche quand même. Mais on peut plus se faire appeler parce que ça dépend comment est fait le lien. Et ensuite, ce téléphone, il est un peu dans le vide, il est quelque part, et puis on peut commencer à se créer de la voix sur IP. Ça, c'est justement, il y a l'iPhone qui a débarqué en 2008 en Suisse, mais en 2008, nous, au bureau, on a déménagé nos bureaux, et là, on a bazardé l'ISDN, loin, et on s'est mis sur la voie sur IP. Mais alors, du coup, sur la voie sur IP, on ne sait plus où on est, puis on a fait notre petite entreprise multinationale à 7, où on a plein des collègues qui habitent un peu partout dans le monde, donc on a tous des numéros de téléphone locaux, mais qui sont routés via Internet, sur des téléphones qui sont dans d'autres pays, avec des gens qui changent tout le temps d'endroit. Alors... c'est par exemple ce genre de petit téléphone qu'on a, on voit sur IP. On a une base qui elle est reliée sur Internet. Donc ça c'est une base DECT. Et puis ensuite en local je discute avec le DECT, un protocole réseau qui existait en analogique, en numérique, en ISDN, qui existe en voix sur IP et qui existera peut-être encore avec le futur. Et là je peux utiliser téléphoner directement, tac, hop, et voilà. Alors cette petite bête, elle est reliée à Internet, ça là-dessus. Peu importe où je me trouve, tant que j'ai Internet, je peux avoir ça. Ça, c'est génial. Et là, du coup, faut faire gaffe quand tu veux commander une pizza, parce que des fois, c'est la même chaîne de pizza qui a le même numéro de téléphone partout. Mais ils te géolocalisent avec le téléphone normal, ou pour appeler l'assurance maladie, les médecins, des trucs comme ça. Puis ils disent, on vous rappelle. Moi, ça m'est arrivé des fois, ils ne rappelaient pas, parce que j'étais en voie sur IP, ils ne savaient pas où j'étais. Et c'était pas le bon central, j'arrivais de l'autre partie du pays, en Suisse allemande, ou alors quand je commandais une pizza, c'est les Zurichois qui répondent, je dis non, on va peut-être pas commander une pizza à 200 km, ça va nous coûter cher comme livraison. Donc c'est aussi pour les pompiers, la police, avec la voix sur IP, on a dû s'habituer à bien configurer la géolocalisation du lieu pour qu'ils sachent les pompiers les plus proches à appeler, puis peut-être pas les pompiers d'il y a 200 km, ça peut poser un peu des soucis. Mais avec ça, justement, les opérateurs téléphoniques se sont dit, on peut passer sur la voie sur IP, on va faire comme tout le monde. Mais nous, au bureau, on avait déjà été plus loin, on a mis dans le nuage notre PBX. Donc PBX, c'est le central téléphonique. C'est l'équivalent de ça, mais version moderne, en informatique.
Et du coup, on peut faire des cascades, des groupes, s'il y en a un qui répond pas, c'est le suivant, c'est le suivant, c'est le suivant. On peut se dire, j'ai le téléphone fixe qui sonne quand tu es au bureau, si t'es pas là, c'est que tu es en télétravail à la maison. Donc, ça va être autre chose qui répond. Donc, ça va être ce qu'on appelle un soft phone. Donc, soft comme logiciel, c'est juste un programme qui tourne sur un ordinateur. Et puis, si je suis sur mon ordinateur, pouf, ça sonne. Alors, il peut sonner les deux en même temps ou les deux l'un après l'autre. On peut choisir, on peut faire plein de trucs, on peut faire plein de groupes. Et c'est là qu'on peut faire de la téléphonie entre nous en interne via Internet, comme avec Skype, gratuitement. On n'a plus besoin de passer par un opérateur de téléphonie. Donc ça, c'est un peu le tournant entre les premières idées de Skype au début des années 2000 et puis tout d'un coup, Swisscom en Suisse, on passe en 2017. All IP, comme ils ont dit, donc tout sur la voie sur IP. Donc là, tout le monde fait ça. Mais ils le font encore de façon un peu fiable, comme à l'ancienne. C'est pas du best effort, c'est deux philosophies. La philosophie de l'Internet, c'est du best effort. On envoie des paquets en IP et on ne sait pas s'ils vont arriver. À chaque routeur, il peut prendre une route différente. Puis du coup, on a inventé le protocole TCP par-dessus pour vérifier que les paquets soient arrivés et le redemander. Bon, en téléphonie, on ne le fait pas forcément. On envoie les paquets et puis on les met dans le bon ordre. Et puis s'ils n'arrivent pas, c'est pas grave parce que s'il manque un tout petit machin dans une conversation, on l'aura pas et on n'a pas le temps de renvoyer. C'est pas comme on envoie une application, il faut que tout soit là, sinon ça marche pas. Donc la vidéo et l'audio, ça se passe comme ça. On a des façons un peu différentes avec des paquets. Et puis on prévoit suffisamment de débit et puis ça passe. Tandis qu'avec le réseau commuté, donc on a la demoiselle du téléphone qui va mettre ses jacks, on lui demande quel numéro à quel numéro, on vous fait un circuit, on le réserve et ensuite c'est bon. Donc en voie sur IP, il y a eu pas mal de problèmes, pas de fiabilité, on ne peut pas garantir que ça marche, mais on met en état tout ce qu'on fait en best effort, on essaye de faire au mieux possible pour que ça marche et ça marche encore pas trop mal. Mais la fiabilité, des fois, c'est un ordinateur, hein. Ça marche plus, raccroche, décroche, ça remarche, c'est bon. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça, avec l'informatique, c'est redémarrer d'abord pour voir si ça marchera plus tard. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire de la téléphonie. Maintenant, on est passé en voie sur IP, tout est sur Internet. Donc c'est le fonctionnement Internet. Même quand on est avec ce genre de téléphones qui sont devenus des smartphones, on est sur la 4G, la 5G, c'est de la VoLTE, la Voice over LTE. Donc c'est aussi de la voix sur IP, mais qui est sur un protocole qui fonctionne avec des antennes. Là, j'avais du DECT, je peux me faire ça à la maison, je peux me faire ça dans toute mon infrastructure pour une grande entreprise aussi. Mais je pourrais me faire un réseau DECT. Maintenant, on a aussi sur les smartphones, on met aussi des Wi-Fi. Ça marche moins bien que le DECT suivant haut, ça va moins grande distance, c'est un peu plus perturbé parce que la même fréquence que le Bluetooth, que le four à micro-ondes, mais ça fonctionne. Et puis du coup, on a des softphones sur des smartphones, on a tout mélangé, les ordinateurs avec les téléphones, et on fait de la voix sur IP qui passe par Internet le plus possible, avec les services qui vont avec, et plus comme le téléphone modèle 50 qui était lié à son mur, à sa hauteur fixe de chez soi, et qu'on ne pouvait pas bouger. Donc je ne pouvais pas avoir un numéro de téléphone ailleurs qu'à l'endroit où se trouvait ce téléphone, en tout cas dans le village ou autour du même centrale téléphonique. Puis ensuite, maintenant on peut faire ce qu'on veut avec les numéros de téléphone. Mais je ne pense pas qu'ils vont vraiment encore disparaître, on les invisibilise de plus en plus, mais on a toujours besoin de la carte SIM. Parce que la carte SIM, c'est devenu aussi un moyen d'identification des gens. Techniquement, là-dedans, on avait une petite carte à se mettre là pour être identifié avec tout son... on avait tous nos contacts, tout à l'époque dedans, tous les SMS qu'on avait envoyés, sauf que maintenant, il n'y a pas assez de mémoire dans ce genre de petites puces. Et puis, elles sont devenues tellement plus petites, pour faire plus petit. Et puis maintenant, on aime bien aller dans plusieurs pays avec plusieurs opérateurs. On a des eSIM qui permettent de voyager aussi, d'aller d'un bout à l'autre dans un pays. Et on a des eSIM, donc c'est des cartes SIM virtuelles. C'est juste un numéro. Donc sur les derniers smartphones, ça fonctionne. Et petit à petit, on n'aura peut-être plus besoin de cette partie physique. Mais très souvent, on veut nous identifier parce qu'il faut présenter une carte d'identité au moment où on achète une carte SIM. Et ça, il y a encore plein d'États qui veulent contrôler, qui aiment bien ce système-là, parce qu'on peut ensuite demander sur n'importe quel site web, mettez votre numéro de téléphone, mettez votre service, et ça permet de remonter la piste pour identifier quelqu'un sur un achat, sur une action qu'un gouvernement va vouloir juger illégale, censurer et tout ça. Donc ça, c'est un peu le mélange entre la téléphonie avec des restes d'un peu partout. C'est un peu étrange.
Donc voilà l'histoire de la téléphonie. Et maintenant, on va se poser la question du visiophone. Est-ce qu'on pourra utiliser peut-être de plus en plus des outils de visioconférence qui existent? Parce que c'est ce que je remarque quand même. On utilise régulièrement le téléphone comme ça, en balade avec ça. Et puis très souvent, c'est essayer de trouver une connexion Internet pour utiliser Skype. Non, ça n'existe plus. Bah non, parce que c'est Teams qui a pris le truc dessus. Chez Microsoft, ils ont remplacé Skype for Business par Microsoft Teams. Donc on le remplace dessus, et puis il y a des gens qui utilisent ça, Teams pour tout. Alors c'est un truc Microsoft. Moi je suis pas toujours fan de Microsoft, et puis je faisais ce genre de truc bien avant, justement, avec un PBX qu'on a installé chez soi et qui fonctionne, et puis il peut être dans le nuage, qui redirige sur un softphone, sur son téléphone, son smartphone. Un softphone sur un smartphone. C'est bien compliqué, une petite application comme ça. Donc on peut jouer avec beaucoup de choses, et puis moi je vais essayer de me faire un téléphone avec ça. C'est rigolo, ça ressemble à celui-là, et ce sera pour le mettre sur un Raspberry Pi et faire un Raspberry Pi, un ordinateur, le transformer en smartphone. Je peux lui faire un écran, je peux faire ce que je veux, je peux faire des jeux, plus que le jeu du serpent qu'il y avait là-dessus. Je peux jouer à Mindtest, l'équivalent de Minecraft. Voilà. Et puis, c'est parti pour le futur. On ne sait pas encore ce qu'il y aura, peut-être la télépathie. Garde l'esprit ouvert, tout est possible. Bon, je raccroche.